Bonjour à tous, bienvenue sur lefigaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. Alors une question, est-ce que Paris vous fait rêver? Est-ce que Paris vous fait encore rêver? Est-ce que Paris vous fait toujours rêver? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Et c'est la question qu'on va poser également à nos invités. Serge Cachan, bonjour, PDG du groupe Astorel Paris et Astotel Paris, pardon. Excusez-moi, ça commence mal. Astotel Paris est propriétaire à ce titre de 16 hôtels à Paris, catégorie 3 et 4 étoiles, soit 1000 chambres. Donc il a une visibilité sur l'activité touristique dans la capitale. C'est le cas également de Mathilde Visserias. Bonjour, journaliste au Figueco. Face à vous, Patrick Visseria, président de l'association francophone des experts en tourisme, et Clara Dufour, rédactrice en chef adjointe mode magazine et célébrité à Madame Figaro que vous pouvez toujours retrouver sur le Figaro Store, qui est consacré cette semaine à Julianne Moore et un numéro spécial rajeunir. Est-ce que Paris, justement, a précisément besoin de rajeunir? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à nos décrypteurs. Paris is magic. J'adore Paris. Qu'est-ce qui vous fait rêver à Paris? La Tour Eiffel. The typical cafés. J'aime l'architecture. The style of the city, people, La nourriture. l'illumination. Notre-Dame, Parc-Square, Champs-Élysées, Tour Eiffel, Les monuments sont magnifiques. The Alexander III Point. La Tour Eiffel. Surtout quand elle est allumée. Et bonjour Kamel, Liliane, Elvira, Ixal, qui êtes certains nombreux à nous rejoindre. Léa, qui nous regarde depuis Arcachon, qui prend un pastis, nous dit-elle, au flot bleu, eh bien, qu'elle boive à notre santé. Et Arturo également, que l'on salue. Est-ce que Paris vous fait rêver? Eh bien, vous êtes déjà très divisé sur le forum du Figaro. J'éteins mon portable pour ne pas avoir de surprise. Mais par contre, Paris fait rêver un certain nombre d'internautes. Et c'est ce que nous a révélé notre community manager, Juliette Saint-Jean. On l'écoute. Alors dans un premier temps, on peut dire que Paris fait beaucoup plus rêver les touristes que les Français. La gastronomie, la culture et la mode restent dans le top 3. Ma plus grande surprise fut de découvrir la diversité que cette ville offre au quotidien avec ses musées et ses monuments. Son histoire et surtout ses 1001 façons de vivre, explique Kate. Un art de vivre qui fait donc rêver, prendre le temps de déjeuner avec des mets délicats et avoir les plus grands monuments autour de soi est juste incroyable, nous dit Peter. Pour Alexander, Paris fascine et fait toujours rêver toute personne souhaitant travailler dans la mode et le luxe. Et on va regarder comment ça se traduit dans les chiffres. Un constat, entre 2015 et 2016, le nombre de visiteurs a globalement baissé dans les grands monuments parisiens. 12 millions contre 13,6 à Notre-Dame, exception à Montmartre qui reste stable à 10 millions de visiteurs, mais 6,9 millions contre 8,4 au Louvre et 1 million de visiteurs en moins à la Tour Eiffel. Alors, est-ce que ça continue ou est-ce que ça change en 2017, Mathilde Visserias? Ça change, ça a changé radicalement à la rentrée. 2016, c'était le post-attentat. Les touristes, surtout étrangers, ont été refroidis pour venir à Paris. Année horribilis. Et vous vous retrouvez en 2017 avec une année qui s'annonce record. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais tout le monde prévoit des nuitées hôtelières jamais atteintes, des recettes touristiques pour Paris les plus élevées qu'on n'ait jamais vues. Serge Cachan, vous l'observez ça dans vos hôtels? Je ne peux que le confirmer. On a eu l'année horrible, le traumatisme des attentats évidents. Et aujourd'hui, le goût de venir à Paris, il est revenu. On a une année 2017 qui a été une très bonne année, avec quand même un petit bémol, des prix qui sont inférieurs à ceux d'il y a 4 ou 5 ans. Et ça, Paris n'est plus une ville chère. Il faut absolument insister là-dessus. Et 2018 s'annonce très bien. C'est-à-dire que vous avez été obligé de baisser vos prix pour refaire venir les touristes. Ça fait partie d'un des leviers pour faire revenir les touristes? Je pense que le prix est un des points d'attractivité. Évidemment, il y avait une réputation horrible de Paris, ville chère, et je crois qu'il est de notre devoir à tous de dire ce n'est plus vrai. Une enquête récente d'un organisme extrêmement sérieux étranger a montré, il
il y a 15 jours que Paris, en prix moyen, était à 136 €. On exclut les palaces, évidemment, qui sont un autre monde, okay, ce qui plaçait Paris même pas dans les 10 premiers par rapport à toutes les grandes villes et capitales. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus, parce que je ne sais pas si ça ne fait pas partie du rêve, mais ça fait partie des ingrédients de décision de voyage. Patrick Visseria, c'est de façon plus globale, c'est ce que vous avez observé? Alors c'est aussi ce qu'on observe, une hausse de la fréquentation. Alors moi j'avais des chiffres de l'ordre de 10 à 12% d'augmentation, je pense que vous les confirmez. C'est une année record, disait Patrick Visseria, c'est vous dites 10 à 12% d'augmentation. Année record, mais des chiffres qui ne sont pas très fiables. Et ceux qui sont fiables, effectivement, c'est les chiffres de l'hôtellerie. Et les chiffres de fréquentation dans les monuments, c'est la première fois que la Tour Eiffel perd 1 million de touristes. Donc c'est quelque chose quand même à observer. Et cette année, vous pensez que la Tour Eiffel a retrouvé le nombre de touristes qu'elle avait eu en 2015 ? Alors, je n'ai pas les chiffres. Moi, je vous parle des chiffres de 2017, donc, qui sont des chiffres qui ne sont pas très bons, effectivement, pour la Tour Eiffel. Alors, il y a un certain nombre de raisons qu'on analysera. Donc, la décrue continue à la Tour Eiffel, c'est ce que vous dites. Oui, c'est la première fois qu'il y a une baisse aussi forte, mais forte. La Tour Eiffel a 7 millions de touristes. Perdre 1 million, c'est colossal sur le total. Et donc, ça devrait continuer en 2017 ? Alors, il faut être optimiste quand même. Je pense que l'année 2017 et l'année 2018, on va parler de 2018, devraient être de bonnes années. Si je peux me permettre sur la Tour Eiffel, vous avez raison, moins de touristes. En même temps, la Tour Eiffel souffrait pratiquement d'avoir trop de touristes et capte le nombre de visiteurs à 7 millions, 7 millions 5. Alors, c'est une mauvaise nouvelle en soi, mais on ne va pas monter jusqu'au ciel. Oui, pardon. Je rebondis là-dessus. Il y a un phénomène qu'on observe aujourd'hui un peu partout dans différentes villes, notamment à Paris, mais aussi en Espagne. C'est une forme de rejet du tourisme quand il y en a trop. Donc, c'est ce qu'on a vu à Barcelone. C'est un phénomène qu'il faut observer. Et, alors qu'on a besoin du tourisme. On voit des images d'ailleurs partout, de tourisme en Espagne. C'est un espèce de tourisme de masse. Il y a un certain nombre de limites à Paris. Un certain nombre d'internautes d'ailleurs nous le disent. Ce sont des internautes français, notamment Ixar qui nous parle de l'invasion des rats. Serge qui nous dit que pour un provincial c'est devenu un cauchemar, pollution, saleté, stress. Ginette qui dit Paris ne me fait pas rêver en l'état. Merci de vos témoignages. Vous continuez à nous les donner. Vous nous dites qu'est-ce qui vous fait encore rêver. D'autres disaient justement ça m'a fait rêver, mais ça ne me fait plus rêver. Pourquoi ? Et on reviendra justement sur les limites de Paris en fin d'émission. Clara Dufour, vous regardez un petit peu comment vient et comment évolue la jet set un peu à Paris. Est-ce que d'abord on a observé ce phénomène de décrue post-attentat entre 2015 et 2016, et est-ce que la jet set est de retour en 2017 ? Alors, même au-delà de la jet set, toute la clientèle du luxe, oui, revient pour plusieurs raisons. Déjà parce que, par exemple, le luxe peut se trouver partout maintenant, en Chine, au Moyen-Orient, au Brésil, mais il y a une expérience d'achat et de vie presque qui est totalement différente en France, et ils viennent en France pour justement avoir, ça n'a rien à voir d'acheter un sac Vuitton, Dior ou autre en Chine qu'en France, parce qu'il y a le patrimoine, il y a le décor. Même quand on est serré dans les grandes galeries, dans les grands magasins parisiens, je ne cite personne, mais ceux qui sont à côté du Figaro. Non ? Pour eux, c'est vraiment important. Ça fait partie du rêve ultime. Ça donne une valeur ajoutée pour eux à l'acte d'achat, de s'offrir quelque chose qui est déjà un objet du luxe, mais en plus, dans le lieu où c'est façonné, pensé, créé. Donc alors, pour aller dans votre sens, je voudrais qu'on réécoute justement ces touristes qu'on a entendus au début de l'émission, qui sont les touristes qui ont rencontré Lorraine Prière, pas loin des grands magasins et pas loin d'un autre grand monument de Paris, d'un beau monument de Paris, l'Opéra Garnier. Paris is magic. J'adore Paris. Qu'est-ce qui vous fait rêver à Paris? La Tour Eiffel. The typical cafés. J'aime l'architecture. The style of the city, people. La nourriture. Hein. L'illumination. Notre-Dame, Sacré-Cœur, Champs-Élysées, Tour Eiffel, everything. Tous les monuments sont magnifiques. The Alexander III Point. La Tour Eiffel. Surtout quand elle est allumée. Et les monuments, Serge Cachan, restent, selon vous, selon ce que vous pouvez observer,
depuis l'hôtellerie, l'atout numéro 1 de Paris? Alors, d'abord, je parle beaucoup avec des touristes et je réponds à la question. Paris est une ville où il y a 180 musées et monuments et je crois que c'est une diversité extraordinaire. Mais je voudrais parler du rêve, juste une seconde. Parce que ce sujet, c'est le rêve. Okay. Alors, d'où vient ce rêve de Paris? Il vient d'une tradition qui a à peu près 100 ans, du French Cancan, de la gastronomie, de tout ce que faisait que Paris, ville des Lumières, faisait rêver. Okay. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je vais très très court, j'ai amené des documents qu'on ne verra pas, etc. Aujourd'hui, le rêve, ce n'est pas seulement ce qu'on entend. Montrez-les-nous comme ça. Ok, je les montre comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pages que j'ai été chercher dans Google où j'ai écrit « Ville de rêve, voyage de rêve ». Et alors, quelque chose de très étrange, si on fait voyage de rêve, il y a 8 pages ici, je vous fais grâce, Paris n'apparaît pas. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de tour Eiffel. Il n'y a que des plages, que des mers bleues, que des lagunes, que des hôtels de rêve, ce qui veut dire que lorsqu'on parle de voyage de rêve, et c'est ce qui est question, Paris, ville de rêve, pour avoir des touristes, Paris ne figure pas, mais ni Londres, ni New York. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Google, avec ses algorithmes, vend du rêve bleu des mers bleues. Ensuite, j'ai fait une autre interrogation, parce que quand on parle de ça, il faut savoir quoi on parle. Il faut venir avec des données objectives. Donc Google ne facilite pas la vie alors, à Paris. Je continue. Ville de rêve. Il y en a une façon très étrange. J'ai fait Ville de rêve en français, et par une manipulation que vous connaissez, j'ai fait City of Dream avec une IP américaine. Et on n'a pas les mêmes pages, mais on retrouve à peu près le même cas. C'est-à-dire que Paris apparaît, il y a la Tour Eiffel en deuxième ligne, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rêve, c'est quelque chose que des gens qui nous dépassent, qui s'appellent en particulier Google, est en train de fabriquer et de vendre. Et nous, en tant que Parisiens et Français, nous avons un rôle. Il y a le rêveur, okay, qui est l'acteur du voyage, et nous sommes l'acteur du rêve. Et tout est entre nos mains pour savoir si on est capable de fabriquer du rêve indépendamment de Google pour attirer ces touristes, dont je confirme, les monuments, oui, très important, c'est un des éléments, et comme a dit madame, un monument comme un sac d'une marque, on ne va pas citer, on ne va pas publier, qui est entouré d'environnement parisien, c'est extraordinaire. Alors quand on entend effectivement un certain nombre de témoignages au micro de Lorraine Triard, on entend quand même ce que disait tout à l'heure Clara, c'est qu'il y a un ensemble, il y a effectivement le monument, mais également l'activité qu'on va faire. Donc il y a un moment de vie, un moment de qualité, comme on dit en psychologie, et une émotion. C'est ce que dit Gérard. Quand je vais à Paris, je suis toujours ému par l'architecture, les illuminations, les ponts, la tour Eiffel. Il y a des merveilles. Il y a un point que j'aimerais... On n'a pas dit le mot clé quand même pour Paris, c'est le romantisme. Il ne faut pas l'oublier, les Chinois, pour un Chinois, le rêve ultime, comme disait Clara, c'est Paris. C'est Paris, et le premier mot, c'est romantisme. C'est pas plus romantique. Venise n'est pas plus romantique? Alors, Rome n'est pas plus romantique? Oui, j'ai le sentiment que non. Plus fort, je pense là, pour Paris. Et puis Rihanna va venir aussi, à mon avis, comme elle va venir probablement s'installer à Paris, elle va participer, enfin, vous parliez de Jet Set, je pense aussi que voilà, c'est un rayonnement, dès que des stars viennent mettre en lumière notre ville et la capitale de la France, ça participe aussi encore un peu plus au rêve et à l'aura que la ville peut avoir. Et la qualité de vie également que Paris peut avoir par rapport à d'autres capitales comme Londres, comme Berlin. Oui, on parlait justement de comment on façonne un peu l'image de la ville. Quand Alain Ducasse crée un restaurant à Versailles où il recrée un peu un dîner comme à la façon de Louis XIV, mais avec les codes contemporains, c'est évidemment destiné à des très très riches, mais c'est une manière là d'offrir là encore une expérience qui plaît parce que c'est une partie d'histoire, de la gastronomie. La proximité de Versailles, ça joue dans la magie de Paris? Je pense que ça participe, parce qu'ils font, c'est une étape parmi d'autres, mais oui, je pense que c'est dans les tours opérateurs. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pardonnez-moi, avec Stéphanie qui dit « Paris ne fait rêver que les touristes étrangers ». Répondez à notre question, parce que ça, c'est un phénomène qui a été vu, par exemple, dans d'autres grandes villes touristiques, Venise, Barcelone, qui ont été d'ailleurs, Serge Cachan ne me contredira pas, un petit peu colonisés par Airbnb, et donc qui ont été un peu vidés de leurs habitants au profit du tourisme.
Déjà, si on prend les chiffres, globalement, les nuitées hôtelières, on s'aperçoit sur les années passées qu'il y a autant d'étrangers que de visiteurs français. Ça veut dire que les Français adorent venir à Paris. Continuez. Faut pas oublier ça. Et critique Paris, critique Paris tout en aimant venir. Est-ce que c'est Paris. votre avis, justement? Dites-le nous. Juste, je voudrais vous faire réagir sur une autre affaire, un autre événement qui s'est produit ce week-end. C'est le gouvernement qui a renoncé à la candidature de la France pour l'Expo universelle de 2025. Et ça, ce renoncement a été bien sûr à la plus grande colère de son promoteur, Jean-Christophe Fromentin. Je voudrais qu'on écoute l'une des raisons de sa colère. Avec l'État, on s'était mis d'accord sur le chiffre de 34 millions de visiteurs, sachant que les experts nous disaient il y aura entre 45 et 65 millions de visiteurs. Milan, c'était 20 millions de visiteurs. Beaucoup moins. Mais si vous voulez, si l'ambition du gouvernement, de l'État, de la France, ne va pas au-delà des succès touristiques de la Lombardie, vous voyez, on peut s'interroger. La France est la première, Paris est la première destination touristique au monde. La Lombardie n'est pas dans le top 20. Donc il faut comparer des choses comparables. Bon, alors question, est-ce que vous croyez à l'argument de Jean-Christophe Fromentin? Est-ce qu'on aurait pu faire venir 34 millions, est-ce qu'on pourrait faire venir 34 millions de personnes pour une exposition universelle? Serge Cachon. On peut rêver. C'est vrai que j'aurais souhaité avoir l'exposition universelle. Mais là, on est dans le business. Il y a de l'argent en jeu. Il y a un pays qui a un budget. On a déjà les Jeux Olympiques. Alors, je comprends la rage de ce responsable. On a les Jeux Olympiques. C'est extraordinaire. Non, mais la question, Serge Cachon, est-ce que vous croyez qu'il y aurait pu avoir 34 millions de visiteurs pour l'exposition universelle? C'est le chiffre minimal que je n'ai pas les statistiques en main, mais je ne crois pas que ce sont les chiffres qui correspondent aux expositions universelles qui se sont passées à Milan ou ailleurs dans le passé. Et l'argument de Jean-Christophe Fromentin, c'est de dire, oui, c'est vrai qu'il y en a eu moins à Milan, mais on n'est pas la Lombardie, on attire plus que la Lombardie. C'est sûr qu'on attire plus la Lombardie, mais enfin, je pense que maintenant, il y a une décision qui est prise. Alors, on va avec des si, je peux vous défendre aussi bien, oui, il va y avoir 30 millions, et pas y avoir... J'ai vraiment pas de réponse là-dessus, et je pense une chose, que ça n'est pas un point essentiel dans le rêve de Paris, c'est regrettable. Moi, en tant qu'hôtelier, vous imaginez bien que j'aurais été très heureux que M. Fromentin gagne l'exposition universelle avec nous tous, avec le gouvernement. Bon, maintenant c'est un fait, on a les Jeux Olympiques, etc., c'est très bien, et je crois qu'on a énormément de travail, nous, acteurs, pour faire que Paris regagne des points. Nous avons perdu des points. Et vous savez, moi je réponds avec des chiffres. J'ai été chercher sur US News, j'ai été chercher dans le guide Lonely Planet où se trouve Paris. Et c'est vrai, la romance, on la trouve à Séville, on la trouve peut-être à Canberra, etc. Paris ne figure nulle part aujourd'hui dans les 4 ou 5 premières villes. C'est Rome, US News, Paris n'est 5e, etc. Donc on a du travail à faire. Sur ce travail, il faut qu'on parle peut-être, mais je pense que maintenant c'est du passé, l'exposition universelle, c'est fini. Alors, pas de commentaires sur les chiffres. Je pense effectivement qu'on a c'est dommage parce que vous en êtes un expert. Beaucoup de touristes. Je pense que c'est une erreur d'avoir renoncé à ce projet. Est-ce que le pari, selon vous, de Jean-Christophe Fromentin était tenable? Patrick, est-ce qu'il était tenable selon vous? Oui, je pense que oui. Parce qu'il s'appuie sur les chiffres d'experts. Hein, oui, je pense que oui. On en a déjà parlé. Et je pense que ça aurait pu être une manifestation. On a besoin de renouveler. Tout à l'heure, vous avez parlé des monuments. On a besoin de renouveler notre offre. Parce que, certes, il y a les monuments, mais il y a le shopping. Je pense qu'on va en parler. Il y a la mode, il y a la fête, il y a le tourisme d'affaires. Il y a plein de formes de tourisme. Et on a besoin sans cesse de renouveler. Il y a 2 nouveaux monuments aujourd'hui qui existent. La Fondation Vuitton, par exemple, ou bien l'opéra qui a été ouvert, qui a été créé au bord de la Seine, je crois que c'est à Boulogne ou à... La Philharmonie. Voilà, tout à fait. La scène musicale. Donc on a besoin de renouveler en fait cette offre en permanence, et je pense que cette manifestation aurait permis d'accélérer ce renouvellement. Mais bon, la décision est prise. Mais quand même, ne nous mentons pas. Enfin, il manque des hôtels. C'est un chiffre énorme qui donne envie d'accélérer, de construire des hôtels. Il faut aller vite. D'ailleurs, on l'a dit pour les JO, on va faire des choses nouvelles et c'est tant mieux. N'empêche que pour accueillir une masse assez exceptionnelle de touristes, on a besoin d'Airbnb, on a besoin de choses nouvelles. Voilà, il faut se mettre... il se trouve que là, il n'y aura pas d'exposition universelle, mais ça demandait une organisation, ça ne s'improvise pas, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Parce que Clara, vous n'avez pas beaucoup parlé depuis le début, ceux qui viennent de plus en plus, enfin dans la clientèle que vous scrutez, donc la clientèle à fort pouvoir d'achat et la clientèle de luxe et puis people, est-ce que
les provenances, c'est essentiellement la Chine maintenant Beaucoup, ou bien est-ce que les États-Unis sont encore Non, il y a encore, il y a eu un petit frein pour les États-Unis, mais ils viennent encore. C'est beaucoup l'Asie. Donc c'est pas que la Chine, mais beaucoup l'Asie, Moyen-Orient aussi toujours. Et puis je vous parlais du Brésil. Enfin voilà, tous ceux où il y a pour cette clientèle-là, l'impact des grandes manifestations, de la Coupe du Monde... pour le Brésil, je pense que ça va jouer. Les Jeux Olympiques je ne sais pas si ça sera les périodes où ils viendront, sauf les grands fans de ces événements-là qui seront évidemment au rendez-vous. Ça crée une dynamique, une aura, mais c'est pas forcément ils viennent tout au long de l'année, ces clients-là. Donc je ne pense pas qu'il y aura un pic. Qu'est-ce qui les décide à venir d'ailleurs? Vraiment, je crois que c'est le coup de cœur. C'est comme dans le guide Michelin, c'est Vol Voyage, les 3 étoiles. Non, ça continue. Il y a une forme de magie qui continue, alors qui est entretenue, puisque toutes les maisons, que ce soit les grands hôtels qui se sont, comme le Ritz, le Crillon, totalement refait avec nouvelle peau. Il y a les maisons qui créent aussi de couture, qui créent des grandes boutiques comme Vuitton. Le Ritz, c'est encore en cours, non d'ailleurs? C'est terminé. C'est terminé. Là, vraiment. Ils essayent de moderniser pour accueillir cette clientèle qui est importante pour eux. Le braquage qui a eu lieu l'autre jour, ça peut avoir un impact? Ça aura forcément un impact. Ça s'additionne, j'imagine, après... Voilà, tous les événements qui se sont déroulés, mais en même temps, c'est aussi les États-Unis, notamment, et toutes les grandes villes, aucune n'est à l'abri de ce genre justement, soit d'attentats, soit d'agressions. C'est ce que nous dit Arlette, d'ailleurs, à l'instant. New York est bien pire que Paris. Donc, à Londres, il y a eu des attentats. New York, il y a des agressions aussi assez fréquentes, des braquages, enfin voilà. Donc, c'est vrai Kim Kardashian, l'affaire, l'agression, le homejacking de Kim Kardashian, ça a eu des impacts? Ça a eu un impact? Ça a eu un impact parce que ça arrivait aussi peu de temps après quand même. Ça recommençait un peu après les attentats, justement. Le pic recommençait de fréquentation arrivée. Et ça a eu une mauvaise presse, évidemment, mais après, elle n'avait pris aucune sécurité, donc ça a presque plus changé les usages de ces gens-là, célébrités et grands clients pas des mesures de sécurité. De mieux se protéger, pas dire où ils vont, où ils sont. Serge Cachan, je vous donne la parole, mais je voudrais qu'on aille tout de suite chez Acné Studio retrouver Hélène Guillaume, qui est journaliste au service style du Figaro. Bonjour Hélène. Vous avez suivi cette semaine la Fashion Week, le rendez-vous de la mode et de la haute couture de Paris. D'ailleurs, on peut lire dans le Figaro.fr et dans les pages du Figaro, du 3e cahier, votre compte-rendu notamment du défilé et de votre rencontre avec Karl Lagerfeld ce matin. Quel est votre programme d'ailleurs aujourd'hui? Pardon, quel est là? Quel est votre programme aujourd'hui? Je n'entends rien. Le programme aujourd'hui. Alors là, on est chez Acné Studio, qui n'est pas un défilé couture, qui a du prêt-à-porter, mais qui a intégré le calendrier de la couture. Et ensuite, on va enchaîner. Enfin, ce matin, il y avait Margiela, qui lui est en couture. Ce soir, nous avons Valentino. On a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de showrooms. C'est un calendrier assez chargé. Il y a Azzaro. C'est l'avant-dernière journée de la semaine des collections. Et voilà, donc c'est assez chargé aujourd'hui. Quel est déjà, bon, la semaine n'est pas terminée, mais quel est le premier bilan que vous faites? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Ce qui m'a le plus frappé sur la couture, alors déjà, c'est le leadership de Paris sur la mode mondiale aujourd'hui. Puisqu'il y a énormément de créateurs qui ont fait défection aux autres capitales de la mode, donc tous ces créateurs viennent à Paris, que ce soit pendant la Fashion Week masculine ou là qui a précédé la couture ou là pendant la couture. Et donc c'est ce mélange de maisons historiques, donc on a déjà vu effectivement Chanel hier et Dior avant-hier, qui sont les grandes rivales de la couture et les deux plus importantes. Mais on voit aussi des défilés comme Acné qui est beaucoup plus radical, qui s'adresse à un autre public. Et c'est cette énergie entre
savoir-faire, créativité et une accessibilité pour le public avec tout ce qui est le prêt-à-porter. Est-ce qu'il y a plus de monde ou moins de monde que les années précédentes ? Il y a plus de monde, il y a toujours plus de monde, puisque en fait, on bénéficie des erreurs de stratégie des autres capitales de la mode comme New York, qui a tellement axé sa Fashion Week sur le business qu'elle a perdu en créativité. Donc les designers en sont partis, ils sont venus à Paris. Londres est très créatif, mais il n'y a pas assez de business, donc ils viennent aussi à Paris. Et Milan a un peu du mal à se renouveler. Donc tous les créateurs viennent ici pour profiter de cet accélérateur de visibilité qu'est Paris. Donc toutes les Fashion Week sont de plus en plus chargées. Là pour la couture c'est 33 défilés, mais c'est rien à côté du prêt-à-porter qui aura lieu fin février, où là c'est des quinzaines de défilés par jour. On suivra ça avec vous. Si je vous pose la question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que Paris fait rêver ? Est-ce que Paris fait rêver justement les gens que vous avez croisés, aussi bien les créateurs, les couturiers, que les gens qui viennent assister au défilé ? Ah oui, parce que c'est tous les grands noms et tous les jeunes talents sont ici. Donc c'est la seule Fashion Week qui équilibre la créativité et le business, les maisons historiques et les jeunes talents. Donc il y a effectivement le monde entier, l'Asie, les États-Unis qui vient à Paris pour profiter de cet éventail incroyable de marques. C'est donc The Place to Be. Merci beaucoup Hélène de ces précisions. Et puis on lira votre compte rendu. Merci à vous. Dans le Figaro.fr et dans les pages, dans le 3e cahier du Figaro consacré au style et à la culture. On parlait de mode et c'est pas anodin. Voici ce qu'elle génère, en tout cas selon nos chiffres. Vous allez nous dire, Mathilde, si je me trompe, pour Paris et la France. On parle de 150 milliards d'euros, 2,7% du PIB français et d'1 million d'emplois. Ça vous paraît crédible ? Je ne suis pas la grande spécialiste de mode, ce que je peux dire. En tout cas, mode et luxe sont intimement corrélés. Ne serait-ce que pour les touristes les plus dépensiers en France, et pas qu'en France, sont les Chinois. Chaque touriste, en moyenne, dépense 1 000 euros en produits de luxe, repartent avec ces produits. Donc oui, un des atouts numéro 1 pour Paris, c'est mode et luxe, avec gastronomie culture dont on parlait. Clara, est-ce que ces chiffres vous paraissent justes? C'est sur la locomotive de la... Oui, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est l'industrie qui est bien avant l'automobile et l'aéronautique. C'est vraiment un secteur capital dans l'industrie et dans l'économie française. Ça fait vivre énormément de gens. La magie de Paris, donc nous disait Guillaume, Hélène, c'était l'équilibre entre le business et la créativité. Mais apparemment, c'est pas forcément le fait d'être à Paris. Ça n'intéresse pas forcément les gens qui viennent. Ah si. En tout cas, pour les créateurs, par exemple, on peut se faire un nom à New York, à Milan ou à Londres. Mais si on veut vraiment rentrer dans la cour des grands, c'est à Paris qu'il faut venir. Ça inspire les créateurs aussi, Paris? Pour la couture, en tout cas, oui, parce que ceux qui sont déjà, parce qu'en fait, il y a des ateliers. La haute couture, ça répond à c'est un label, c'est un AOC. Tout le monde ne peut pas faire de la haute couture, et dans le cahier des charges, c'est qu'il faut avoir des ateliers avec un certain nombre de petites mains, donc d'ouvriers extrêmement qualifiés qui savent brosser, broder, plisser, faire de la plumasserie. Et ça, c'est à Paris, en fait, essentiellement que ça se trouve. Et sur la vingtaine de maisons qui défilent en haute couture, il y en a 15 qui sont françaises. Donc cette créativité-là, ce savoir-faire-là, il n'existe qu'à Paris, d'une certaine manière. Juste, une robe, une pièce de haute couture, ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, justement, à ce moment-là à Paris? Et combien, par exemple, jusqu'où ça peut... Oui, on pourrait penser, la haute couture, c'est quand même pas là où se fait le business, c'est surtout le prêt-à-porter, mais la haute couture, en tout cas, c'est vraiment porté, acheté, donc c'est quelque chose qui vit. Et les grandes maisons communiquent pas trop sur les prix de leurs pièces, mais on estime qu'un tailleur... Comme dans l'immobilier. C'est secret, comme les clientes d'ailleurs. On estime qu'un tailleur haute couture, c'est au minimum 30 000 euros, mais les chiffres sont vite multipliés par 10, voire par 20, parce que ça nécessite parfois
parfois 2000 heures de travail de broderie à la main, faites par aucune machine. C'est sur mesure et c'est parfois fait sur mesure aussi sur les clientes. Et quand est-ce qu'on saura si, par exemple, cette année a été un bon cru pour la haute couture? Alors pour la haute couture, ça justement, on ne le sait jamais trop, mais les jours d'après, toute la collection généralement est achetée. Les clientes viennent en fait assister au défilé le lendemain. Elles font les essayages et certaines stars aussi préemptent des robes pour faire du red carpet, pour les Oscars, les Césars ou Cannes. Et il y a des clientes. C'est ça, par exemple, des grandes actrices qui achètent des grandes robes pour pouvoir monter les escaliers à Cannes ou bien pour les Golden Globes. Là, c'est plutôt les maisons qui leur. Les Golden Globes, cette année, tout le monde était en noir. Donc, oui, de toute façon, mais c'était quand même. Mais c'était de la haute couture. C'était quand même ou du prêt-à-porter de haute volée. Mais sinon, les clientes venues du monde entier, anonymes, qui sont très discrètes, elles, dans des salons feutrés. Ah non. Enfin, quelques-unes, Monia Ayoub, qui est connue de tous, mais sinon, non, c'est vraiment c'est le silence est d'or. On ne communique pas sur le nom des clients. Bon, vous aurez peut-être des éléments dans le prochain numéro de Madame Figaro apparaître en cette fin de semaine. Merci Clara pour ces précisions. Je vous laisse partir parce que vous avez justement un rendez-vous important et ce sera à lire dans les prochaines livraisons de Madame Figaro. Serge Cachan, est-ce que vous avez observé cette année une augmentation? Est-ce que la Fashion Week, ça impacte d'abord vos hôtels et quel effet ça peut avoir, selon vous, sur le rêve et puis sur l'activité touristique à Paris? Alors, incontestablement, la Fashion Week est une des périodes importantes dans la ville d'hôtellerie parisienne. Ça apporte du monde, beaucoup de monde, et la sécurité a fait que les clients qu'on avait perdus dans les années précédentes sont revenus. Mais attention, comme vous avez entendu Clara, les gens de la Fashion Week, ce n'est pas la clientèle des 3 et 4 étoiles, c'est du palace. Mais ça fait partie du rêve. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'ensuite, on parle dans les journaux. Et vous savez, ce qui est important, c'est qu'on parle. Et je vais faire 2 ou 3 remarques sur ce qui a été dit tout à l'heure. Airbnb, on en a besoin, oui, mais attention. Dans le cadre d'une réglementation qui fait qu'il n'y a pas de nuisance de quartier, de nuisance d'appartement, et dans le cadre d'une fiscalité, il faut le savoir, qu'il soit une fiscalité légitime. Je ferme le point, et il y a assez de chambres d'hôtel à Paris. Ensuite, concernant la sécurité, ce que j'ai entendu, quand on parle du rêve et des Chinois et de la romance, il y a 1,5 milliard de Chinois qui rêvent de venir à Paris. La ville de la romance, je vous rejoins tout de suite. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'un quart attaqué en banlieue de Paris, on dépouille de leurs espèces, le rêve devient une révolution, malheureusement. Je termine, si vous voulez bien, concernant l'exposition, je reviens dessus. L'exposition, pourquoi elle a été annulée? Parce qu'il fallait, semble-t-il, un carnet de chèques avec 3 milliards ou 3,5 milliards d'euros. Si je devais dire, si je devais dire une chose, faire un arbitrage aujourd'hui, on est ensemble, on fait un arbitrage. Je dis, mais aujourd'hui, on veut donner du rêve. N'attendons pas l'exposition universelle. Utilisons, si on a cet argent, ces 3,5 millions, pour faire que les arrivées de Paris soient magnifiques, que le rêve, il arrive à l'aéroport. Alors justement, voilà. vous m'offrez la transition pour justement voir ce qui pose problème. Alors Julie nous dit, la mode parisienne séduit toujours, il n'y a qu'à voir le monde dans les grands magasins et les touristes avec des sacs de marques de luxe. On s'en aperçoit à côté du Figaro, justement, où on est à côté des grands magasins. Mais il y a énormément de témoignages d'internautes qui nous parlent effectivement de la saleté de Paris, des transports en commun. On n'a pas les banlieusards qui nous parlent, mais justement pour lesquels c'est de plus en plus un cauchemar, surtout si on met un péage à l'entrée de Paris. Je voudrais quand même qu'on regarde une image chez Notre-Dame de Paris où il y a des fouilles à l'entrée et pas simplement des fouilles archéologiques. Le dispositif donc est permanent. Il y a eu plusieurs attentats. Moi, je me souviens d'un touriste américain effrayé le 13 novembre que j'ai croisé pourtant qu'à 2 pas de l'Élysée, où c'était un témoignage super sécurisé. Des menaces encore, des attaques donc à Notre-Dame, on en a eu, une sur les Champs-Élysées dernièrement. Est-ce que vous sentez quand même que les touristes reviennent? Et est-ce que la venue de Donald Trump a changé les choses pour les touristes américains, comme on l'a annoncé quand il est venu le 14 juillet? Patrick Dussérien. Alors, en fait, la clientèle américaine, c'est la première clientèle qu'on accueille aujourd'hui à Paris. Et je fais un aller-retour vers l'Asie. Et les Chinois, c'est sans doute la clientèle de demain, parce qu'effectivement, on en accueille aujourd'hui 750 000, mais il y a un potentiel qui est tellement important qu'il faut traiter cette clientèle.
Moi, je pense qu'il faut aussi prendre en compte les réseaux sociaux. On ne l'a pas encore peut-être évoqué suffisamment. Et vous pouvez répondre justement à notre question sur Twitter. Est-ce que Paris fait encore rêver? Et la réponse majoritaire, pour l'instant, elle est non à 60%. Voilà. Donc, il faut bien regarder les réseaux sociaux parce que tout ça est diffusé très très vite. En fait, un quart de touriste chinois qui est attaqué, c'est un vrai problème. La vidéo, par exemple, qui a été diffusée, on voyait Daesh qui faisait exploser la Tour Eiffel en deux et qui a circulé aussi sur les réseaux, a fait perdre, à mon avis, aussi beaucoup de touristes. Et le fait que Donald Trump vienne à Paris, le fait qu'il invite également Emmanuel Macron aux États-Unis, pour moi, c'est un fait quand même, un élément positif pour continuer à attirer cette clientèle. Mais, puisque j'ai la parole, je la garde, je pense qu'il y a un certain nombre de mais sur lesquels il faut agir, et la mairie de Paris s'en est déjà préoccupée, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est vrai que quand on regarde les enquêtes de satisfaction sur TripAdvisor, on voit bien que la ville est sale aujourd'hui, qu'on doit faire des efforts dans cette direction. Il y a les problèmes d'insécurité. On va voir justement les toilettes. La saleté de la ville, notamment, c'est ce phénomène assez hallucinant que sont les rats à Paris. On a des images qu'on va voir dans un instant. C'est un problème, ça, non ? Les toilettes, on est très mauvais aussi. Dans les enquêtes de satisfaction qui sont faites, Paris est en 30e position, derrière plein de grandes villes, au niveau du nombre de toilettes, par exemple. Donc il y a quand même des efforts à faire, même si Paris, de toute façon, malgré tout ça, va continuer à faire rêver. Il y a un autre problème, nous dit François, c'est quand il y a grève ou les problèmes de transport parisiens vous font rater l'avion, cela ne donne pas envie de revenir. Est-ce qu'on voit Je peux intervenir, je m'excuse. J'étais à New York il y a 15 jours. Vous avez peut-être vu qu'à New York, la ville, les aéroports étaient fermés pendant 3 jours. J'ai été coincé pendant 4 jours à New York. Pourquoi ? Parce que l'aéroport de New York n'a pas le service public qui permet de faire que les avions décollent quand il fait froid ou qu'il y a de la neige. Vous allez dans tous les pays de l'Est, en Finlande, en Russie ou en Pologne, les avions volent. Ça veut dire quoi ? Pourquoi je cite cet exemple ? Et puis, vous parlez des toilettes. Excusez-moi, dans le même voyage à New York, quand j'avais besoin de toilettes dans la rue, je n'en trouvais pas. Donc je crois qu'il ne faut pas noircir le tableau. Quand j'entends que 60% dans le sondage ne rêvent plus de Paris, mais c'est une question Twitter. C'est 60%, c'est des Français. 100% des étrangers que vous avez interrogés, ils ont dit « Mais I love Paris, it's a dream, c'est extraordinaire ». Alors, ne noircissons pas. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est pour ça que je l'ai dit. Avec l'argent de l'exposition universelle ou autre, faisons un Paris propre. Faisons qu'il y ait une véritable promotion de la propreté. Comme on l'avait fait il y a quelques années, il faut le faire. Justement, je vous soumets ce que disent justement les internautes sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous a signalé également Juliette Saint-Jean, qui nous dit que c'est important que les Français se trouvent bien à Paris, même pour le tourisme. Écoutez. Le tableau est beaucoup plus sombre pour nos internautes français. Ils dénoncent les incidents habituels dans les transports, trains bondés, malaises, bagarres et trajets en bétaillère à prévoir se désolent nous-coup. Pour Fran, la propreté de la ville laisse à désirer. Les rats envahissent la ville. Paris devient très sale depuis des années. Voici ce qui en découle. Belle pub et images pour les prochains JO. Et enfin, Elena ajoute qu'il va falloir régler ces problèmes du quotidien car les touristes en pâtiront également. Et elle estime que si les Parisiens se sentent bien dans leur ville, alors il en sera forcément de même pour les touristes. Mathilde, est-ce qu'il y a un impact économique justement sur cette saleté, sur l'insécurité auprès même des touristes ? L'impact, il a été énorme en 2016 après les attentats. Aujourd'hui, voilà, c'était le terrorisme. Comme le disait Serge, vous avez l'attaque d'un car sur le parking d'un hôtel. Ça a un effet énorme. Il suffit vous êtes sur WeChat, ça fait le tour de la Chine en 5 minutes. Ça, c'est grave, même si on en parle moins en France. Tous les Chinois sont au courant. Ça, il faut être très vigilant. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics, les pouvoirs parisiens ont pris la mesure de ce problème qui est l'insécurité du quotidien et Sur la sécurité, oui, et notamment la sécurité des... En tout cas, il y a des mesures de sécurité qui sont prises. Il y a une vraie prise de connaissance. Il y a encore des choses à faire. Il y a eu quand même, vis-à-vis des Chinois, qui sont souvent attaqués parce qu'ils ont aussi beaucoup de liquide, un effort fait pour davantage payer en carte. Ça paraît tout simple, c'est du bon sens. On a envie de se dire en 2018, ça avance plus vite qu'avant, ça va dans le bon sens. Il y a aussi un point... Mais le problème, c'est d'éviter qu'ils soient attaqués.
Mais voilà, donc là aussi des mesures de protection, c'est aussi bête que ça, mais c'est des coffres dans les hôtels, c'est aussi des courses à faire différemment quand vous arrivez, vous avez 3 sacs Hermès, enfin sans citer aucune marque, ça donne des envies, il faut être vigilant. Il y a aussi un point quand même. Des sacs Lanvin aussi, on peut être attaqué. Et des sacs Lanvin. Oui, ça, je voulais dire, l'histoire de la sécurité, c'est sûr qu'il faut y travailler. C'est aussi un problème de comportement de la victime, malheureusement, et limiter les espèces, etc. Mais je voudrais revenir sur la propreté. Moi, j'ai envie de passer un message, si on a la chance de pouvoir le faire, Madame Hidalgo, à toute l'équipe de la mairie de Paris. On parle énormément de propreté de l'air, parce que l'écologie, c'est à la mode. Mais l'écologie du sol, c'est aussi important. Et c'est le message qui est passé. Je pense que si on consacrait un peu plus d'énergie et d'argent à la propreté du sol, et peut-être un peu moins à la propreté de l'air, ce serait une bonne chose pour le quotidien. Je voudrais vous poser une dernière question. C'est si Paris n'est pas un peu victime également de son succès touristique. C'est en tout cas la question qu'on se pose après avoir entendu ces autres témoignages recueillis par Lorraine Triard. Ce que je n'aime pas, c'est le bruit et la circulation. Là, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de pickpockets. Il y a trop de bruit, trop de voitures et trop d'animations partout tout le temps. Et trop sale, oui. Avant, c'était très occupada, mais maintenant qu'on connaît, il y a du monde, c'est très touristique et du coup, j'aime plus. C'est ce dernier témoignage qui m'a interpellé, justement. Est-ce que, comme disaient des gens à qui on parlait, ils disaient, parmi les 3 plaies de Paris, il y avait l'insécurité, la mairie de Paris et les touristes. Ah ouais. Non, je crois on l'a évoqué au début, il y a dans un certain nombre de villes des problèmes de rejet du tourisme, de ce qu'on appelle la tourismophobie. Alors c'est lié évidemment, j'ai observé ça aussi à Venise où il y a beaucoup de touristes et beaucoup qui arrivent chaque jour. Et je pense qu'il faut s'en préoccuper. Nous préparons une conférence d'ailleurs sur cette question parce que on voit bien que quelque part, on ne peut pas vivre sans le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, c'est 500 000 emplois ici dans la région. Et par contre, il faut essayer de le réguler, faire en sorte que tout se passe bien. Et d'autant plus que les touristes veulent rencontrer les Parisiens, les habitants. De plus en plus, vous savez, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais ça revient tout le temps, c'est expérience. On veut des expériences, on veut rencontrer la population. Et donc, je pense qu'il faut tout faire, au contraire, pour que ça se passe bien entre les touristes et les habitants. Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, et je me dis, est-ce que ça veut dire que ça s'arrange? C'est la qualité de l'accueil. On a beaucoup dit, les Français sont des râleurs, les Français ne savent pas accueillir les touristes. Est-ce que ça avance? J'en suis pas persuadée. En tout cas, quand on écoute toutes ces personnes interrogées, elles n'en parlent plus. Ça, c'est un point hyper important parce qu'aujourd'hui, le choix d'aller visiter telle ville ou telle ville se multiplie. Des gens qui sont sympas, qui sont contents de vous voir, ça compte 3 fois plus. Vous allez sur TripAdvisor, vous êtes bien accueilli dans un hôtel, ça change tout. La pratique des langues étrangères, ça s'est amélioré? Alors là, je dirais non, je ne suis pas certaine, mais il y a encore la volonté, au moins, en tout cas, il y a dans les aéroports plus d'affichage, notamment en chinois, une volonté de simplifier un petit peu la vie dans les transports. L'anglais, il y a encore même l'anglais, il y a encore des choses. Vous faites parler anglais, Serge Cachan, vous voulez à vos salariés? C'est une obligation, même le chinois. Mais je voudrais dire à ceux qui se plaignent qu'il y a trop de touristes, etc., ne tombons pas effectivement dans le piège de Barcelone, mais il faut que ces gens sachent aussi que le tourisme, comme vous l'avez dit très justement, c'est 10% de l'économie parisienne de l'Île-de-France et que si l'épicier, si le coiffeur et si le parfumeur, etc. travaillent, on est content. Les gens qui nous donnent du travail, on leur doit le sourire. Et le sourire, ça passe aussi par des budgets de formation, par des campagnes de publicité. C'est là où au quotidien, on a énormément à faire pour rétablir peut-être cet accueil déjà aux frontières, déjà si je n'attaque personne, mais si les officiers de police, quand on leur présente un passeport, ils disaient en français ou en anglais, peu importe, avec un sourire, bienvenue à Paris, ça changerait tellement de choses. 2 mots qui changeraient l'accueil de Paris. Eh bien, ça sera peut-être matière à un autre débat. Pendant ce temps-là, on a plaisir à vous sourire parce que vous avez été nombreux à nous suivre sur lefigaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. Est-ce que Paris vous fait rêver? Eh bien, vous nous avez répondu non, vous nous avez dit pourquoi. En tout cas, on a un certain nombre d'informations qui nous ont été données, des messages qui ont été passés notamment à la mairie de Paris pour améliorer la propreté du sol, l'écologie du sol. Et ça, c'était une de vos revendications récurrentes sur Facebook, sur le player du Figaro et également sur Twitter. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission en replay sur vidéo.lefigaro.fr, onglet
les décrypteurs. Demain, on reviendra sur le chômage qui recule. Enfin, pour qui exactement? Réponse à partir de 11h10. D'ici là, vous restez sur le Figaro.fr ou sur la page Facebook du Figaro. Dans quelques minutes, vous retrouvez Figaro Live. Le talk, Yves Tréhard reçoit Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux et première vice-présidente des Républicains. Merci à vous. Merci également à Hélène Guillaume et Élodie Bougouin qui étaient en duplex. Et merci à Clara qui est passée nous voir. À très vite sur Figaro Live.